Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. Mais est-ce bien vrai? Qui étaient les premiers à fouler ces terres? Que cache ce récit glorifié de la découverte de l'Amérique? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire réelle, celle qu'on ne raconte pas toujours, celle qui dérange parfois, parce que l'histoire n'est pas seulement ce que l'on raconte, c'est aussi comment on choisit de la raconter. Préparez-vous à déconstruire les mythes et à faire face à certaines vérités. Il est essentiel de commencer par un mot, découverte. Ce mot suppose que l'Amérique était vide, inconnue, comme un continent fantôme attendant l'arrivée d'un Européen pour exister. Le mot découverte sous-entend que l'on a trouvé quelque chose qui était inconnu de tous. C'est l'idée d'un explorateur intrépide qui met pour la première fois le pied sur une terre vierge, inhabitée, mystérieuse. C'est une belle image, mais une fiction dangereuse. Quand Christophe Colomb accoste en 1492 sur une île des Bahamas, ce territoire est déjà habité depuis des milliers d'années. Il y rencontre le peuple taïno, un peuple pacifique, cultivé, qui n'a rien d'une nouveauté. Alors pour qui, exactement, cette terre était-elle inconnue? Pour les Européens, uniquement. Et c'est là que le mot « découverte » trahit toute une vision du monde. Le terme « découverte » n'est pas neutre. Il est porteur d'une idéologie, celle du colonialisme. Nommer quelque chose, c'est lui imposer un cadre. Dire que Colomb a découvert l'Amérique, c'est légitimer, d'une certaine manière, la conquête et la colonisation qui ont suivi. En d'autres termes, ce mot efface les peuples qui étaient là bien avant et justifie qu'ils soient ensuite dépossédés, réduits en esclavage ou exterminés. C'est un mot injuste, car il valide le point de vue du conquérant en ignorant complètement celui des autochtones. Il crée une illusion, celle d'un continent sans histoire, jusqu'à ce qu'un Européen y pose le pied. L'Amérique précolombienne n'était pas un territoire sauvage et vide. C'était un continent riche de civilisations complexes, des villes, des routes, des systèmes agricoles, des langues, des religions, des traditions. Dire qu'on les a découverts, c'est comme si ces peuples n'existaient pas vraiment tant qu'ils n'avaient pas été vus par un Européen. Et c'est encore plus ironique quand on pense que certains peuples avaient déjà croisé des visiteurs étrangers, les Vikings, et selon certaines théories, des navigateurs africains ou asiatiques. Et pour être plus clair, Christophe Colomb mourra même sans jamais savoir qu'il avait mis pied sur un continent inconnu des Européens. Christophe Colomb n'était pas le premier non-autochtone à poser le pied en Amérique. Des preuves archéologiques solides démontrent que les Vikings, menés par Leif Erikson, ont atteint Terre-Neuve vers l'an 1000, soit presque 500 ans avant Colomb. Le site de l'Anse aux Meadows, au Canada, est là pour en témoigner. Et certains chercheurs avancent que des navigateurs chinois, polynésiens ou africains auraient pu atteindre les côtes américaines bien avant le XVe siècle. Même si ces théories restent controversées, elles prouvent une chose, l'histoire est loin d'être figée. Le mot rencontre est encore trop doux. Ce n'était pas une rencontre, c'était un choc, un tremblement de terre historique dont les secousses se font encore sentir. On parle souvent de la rencontre entre les Européens et les peuples amérindiens comme d'un échange culturel, un moment de curiosité mutuelle, presque poétique. La réalité fut tout autre.
Lorsque Christophe Colomb débarque dans les Caraïbes en 1492, il ne cherche ni à comprendre ni à dialoguer. Il est porteur d'un mandat, trouver des richesses et les rapporter à la couronne espagnole. Et les premiers contacts, loin d'être paisibles, sont rapidement marqués par l'exploitation, la violence physique et la domination. Les Taínos, qui l'accueillent avec générosité, sont perçus non comme des égaux, mais comme des sujets potentiels à convertir, à exploiter, voire à exterminer. La logique de la colonisation est déjà en marche. Dès son premier voyage, Colomb capture des dizaines de Taïnos pour les ramener en Europe. Certains meurent en mer. Ceux qui survivent deviennent des curiosités exotiques ou des esclaves. À son deuxième voyage, Colomb revient avec une idée bien précise. Établir des colonies permanentes, exploiter les ressources, notamment l'or, et soumettre les populations locales. Il met en place un système appelé repartimiento, plus tard remplacé par l'encomienda. Un mécanisme par lequel les colons reçoivent des lots de terre, et les peuples qui y vivent contraints de travailler gratuitement, souvent jusqu'à la mort. Les populations autochtones sont réduites à l'état de bêtes de somme, battues, mutilées, affamées, et les femmes violées ou vendues. Pour justifier cette brutalité, les Européens déshumanisent les peuples autochtones. On les décrit comme païens, primitifs, sans âme. L'Église joue un rôle ambigu. Elle condamne certains abus, mais participe aussi à la logique de conversion forcée. La violence physique est accompagnée d'une violence morale, interdiction de parler sa langue, d'exercer sa spiritualité, d'exister en tant que peuple libre. Les enfants sont arrachés à leur famille, les villages rasés, les cultures brûlées. C'est un effacement systématique. Le mot génocide n'est pas exagéré. Dans les décennies qui suivent l'arrivée de colons, les populations autochtones des Caraïbes sont presque entièrement anéanties. Les chiffres sont effrayants. On estime qu'il y avait entre 300 000 et 1 million de Taïnos à l'arrivée de Colomb. Moins d'un siècle plus tard, ils ont presque tous disparu. La violence directe, massacres, mutilations, famine, s'ajoutent aux effets des maladies européennes, variole, grippe, rougeole, qui déciment des populations entières sans immunité naturelle. Et cela ne s'arrête pas aux Caraïbes. En Amérique centrale, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, le schéma se répète, encore et encore. Des voix se sont élevées, même à l'époque, pour dénoncer ces crimes. L'une des plus célèbres est celle de Bartolomé de Las Casas, un religieux espagnol témoin de la brutalité des colons. Jamais dans le monde il n'y eut de peuple plus pacifique et plus doux, et jamais il n'y eut de bêtes plus féroces que les Espagnols dans leur traitement de ces hommes. Mais ces témoignages furent étouffés, minimisés ou oubliés, car ils dérangeaient le récit glorieux de la colonisation. La conquête ne s'est pas achevée au XVIe siècle. Elle a changé de forme. Déplacement forcé des peuples autochtones, vol des terres, destruction culturelle, marginalisation économique. Encore aujourd'hui, des communautés autochtones se battent pour récupérer leurs terres, préserver leur langue, faire reconnaître les crimes historiques. La violence initiale a laissé des cicatrices profondes, visibles dans les taux de pauvreté, de suicide, de discrimination, d'exclusion que vivent encore ces peuples. La violence de la rencontre entre Européens et peuples autochtones n'est pas un détail de l'histoire, c'en est le cœur. Elle fut volontaire, planifiée, systémique, et elle a été, pendant trop longtemps, masquée sous les habits rassurants de la découverte, de la civilisation ou de la mission divine. Ce n'était pas une aventure glorieuse, c'était une entreprise de conquête, motivée par l'or, les épices et le pouvoir. Pourquoi alors continue-t-on à glorifier Colomb? L'histoire est écrite par les vainqueurs, mais elle est transmise par les écoles. Pendant des siècles, les manuels scolaires ont enseigné aux enfants du monde occidental une version romancée, édulcorée et profondément biaisée de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique. Il y avait Colomb, le navigateur courageux, parti affronter l'océan pour démontrer que la Terre était ronde. Il y avait ces trois bateaux mythiques, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. Il y avait l'exaltation du Nouveau Monde
et la glorification d'une Europe civilisatrice. Dans cette version, pas de violence, pas d'esclavage, pas de génocide. À peine une mention des peuples autochtones, souvent présentés comme simples, exotiques ou accueillants. L'histoire enseignée ressemblait à une aventure chevaleresque, où l'Europe était le héros et l'Amérique, le décor. Colomb, Magellan, Vasco de Gama, l'enseignement des grandes découvertes mettait en avant l'esprit d'aventure, de curiosité, de progrès. Le langage employé n'est pas anodin, on parle de grands hommes, de conquêtes glorieuses, de progrès pour l'humanité. Même le terme « Nouvelle-France » ou « Nouveau Monde » efface l'ancien. Dans cette narration, le continent américain n'a pas d'histoire avant l'arrivée des Européens. Les peuples indigènes ne sont pas considérés comme des civilisations à part entière, mais comme des populations primitives, destinées à être converties, éduquées, intégrées. Ce récit sert une idéologie impérialiste, l'idée que l'Europe aurait apporté la lumière à des peuples dans l'obscurité. Le plus grave dans cette transmission, c'est l'absence. L'absence des voix autochtones, des cultures autochtones, de leur science, de leur spiritualité, de leur complexité. Les Aztèques, les Mayas, les Incas, les peuples des Andes, des grandes plaines, des forêts amazoniennes ou boréales, à peine évoqués, souvent caricaturés. Le massacre de ces peuples, jamais nommés comme tels. Les résistances, les révoltes, les héros autochtones, invisibles. C'est une histoire racontée depuis la perspective des colons, qui justifie la domination, normalise l'invasion et fait disparaître les victimes. On a érigé Colomb, Cortés, Pizarro, Jacques Cartier et tant d'autres en héros nationaux. Des statues ont été construites, des villes, des avenues, des fêtes nationales ont été nommées en leur honneur, comme le Columbus Day aux États-Unis. On leur a donné des visages souriants dans les livres, des citations pleines de sagesse, des biographies épiques. On a effacé leurs crimes, ou on les a réduits à des erreurs de l'époque. En glorifiant ces figures, on a normalisé leur violence, en la noyant dans le récit du progrès. Ce récit a justifié la colonisation, l'esclavage, l'exploitation des peuples et des terres. Il y a toujours eu des voix qui refusaient cette version officielle, des intellectuels, des anthropologues, des écrivains autochtones, des prêtres comme Bartholomé de Las Casas, des historiens critiques. Mais ces voix ont longtemps été marginalisées, absentes des programmes, censurées ou reléguées aux notes de bas de page. Ce n'est qu'à partir de la fin du XXe siècle, et surtout au XXIe, que le récit a commencé à changer. Grâce au mouvement de décolonisation, à l'accès à la parole des peuples autochtones, et à la pression d'une jeunesse en quête de vérité, l'histoire a commencé à se réécrire. Dans certains pays, on revoit les manuels scolaires, on enseigne les crimes de la colonisation, on parle de génocide culturel, on réhabilite les figures autochtones, on remplace le Columbus Day par le Indigenous Peoples Day. Mais la résistance est forte. Beaucoup refusent encore de toucher aux symboles, par peur de réécrire l'histoire, alors que l'histoire a justement été écrite à sens unique pendant des siècles. La vérité dérange, elle oblige à se regarder en face, à remettre en question des héros, des valeurs, des identités nationales. Ce que l'on enseigne n'est jamais neutre. L'histoire, telle qu'on nous l'a racontée, est un outil de pouvoir. Elle peut éduquer ou manipuler, libérer ou soumettre. Redonner la parole aux peuples autochtones, rétablir les faits, nommer les violences, déconstruire les mythes. Ce n'est pas réécrire l'histoire, c'est lui rendre justice. Ce n'est surtout pas pour l'effacer, mais pour la rééquilibrer. L'Amérique n'a pas été découverte en 1492. Elle a été envahie. Elle était déjà là, vivante, complexe, spirituelle. Avec ses langues, ses traditions, ses royaumes, ses savoirs. Reconnaître cette vérité, ce n'est pas diviser. Ce n'est pas haïr. C'est réparer. C'est rendre hommage. C'est comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo qui sortira dimanche,
nous aborderons la richesse et la complexité des civilisations autochtones d'Amérique avant l'arrivée des Européens. Ce qu'on appelle la découverte de l'Amérique est en réalité l'un des plus grands tournants de l'histoire humaine. Un tournant brutal, complexe et lourd de conséquences. Pour avancer, il faut avoir le courage de revisiter les récits qu'on nous a transmis, d'écouter d'autres voix, d'ouvrir d'autres livres, de tendre l'oreille au peuple dont on a volé la mémoire. Car comprendre l'histoire, c'est déjà un premier pas vers la justice. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.